Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici le titre. La cité Baraka de Liberté 6 sort de la précarité. 210 nouveaux logements viennent d'être livrés aux populations. Ils viennent de gagner aussi un long combat pour l'acquisition du site. Dans les préparatifs du 1er mai, nous allons ce soir à la rencontre des transporteurs. Les transports en commun seront-ils au ralenti ou à l'arrêt? Nous avons posé la question dans les gares routières. Et puis le marché des pièces détachées, c'est 12 millions de tonnes d'accessoires importés pour une valeur de 16 milliards. Les professionnels de la mécanique pensent que c'est possible d'avoir un label sénégalais. C'est dans la rubrique Atelier et comptoir. La question du désarmement nucléaire était au centre de la célébration du 13e anniversaire du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des pays comme le Sénégal militent pour son éradication totale. Notre pays a également condamné fermement les essais nucléaires nord-coréens. Voici à ce propos le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye. La question du désarmement nucléaire figure parmi les priorités du monde, comme en illustre la première résolution adoptée en janvier 1946 par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui visait déjà à anéantir toutes les bombes atomiques. Convaincu du risque qu'elles constituent pour la survie de l'humanité, mon pays milite en faveur de l'éradication totale des activités nucléaires à vocation militaire et non pas seulement de leur simple réduction. En effet, l'éradication totale est le seul moyen de préserver le monde de la dévastation qui découlerait de l'utilisation des armes nucléaires. Elle seule est à même de garantir la survie de notre planète et d'assurer l'avenir des générations présentes et futures en leur offrant de vivre non pas dans la peur de la détonation de bombes atomiques, mais dans un monde libéré de la hantise d'une catastrophe thermonucléaire. À ces menaces clairement identifiées, M. le Président l'ont pas ajouté l'augmentation des risques de prolifération liés aux acteurs non étatiques du fait de la montée du terrorisme et de nouveaux risques d'utilisation à mauvais escient des avancées rapides de la science, des technologies et du commerce international. C'est à la lumière de tous ces enjeux que mon pays a condamné, avec la plus grande fermeté, l'essai nucléaire effectué par la République populaire démocratique de Corée le 6 janvier 2016 et les différents tirs de missiles balistiques constitutifs de violations graves par ce pays de ses obligations internationales en vertu des résolutions 1718 de 2006, 1874 de 2009, 2087 de 2013, 2094 de 2013, 2270 de 2016, 2321 de 2016 du Conseil de sécurité. Ces actions révèlent sans équivoque la poursuite par la RPDC de ses programmes dans le domaine des armements nucléaires et des missiles et sa détermination à acquérir à une force nucléaire. Cela constitue non seulement une menace pour les populations de la péninsule et de la région, mais aussi une grave atteinte au régime de non-prolifération. Le Sénégal appelle instamment la République populaire démocratique du Corée au respect de ses engagements, de ses obligations internationales. Monsieur le Président, en 2016, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité deux résolutions, 2270 du 2 mars et 2321 du 30 novembre, renforçant substantiellement les sanctions déjà en vigueur contre Pyongyang. Cependant, force est de constater que ces mesures cumulées à celles imposées unilatéralement par certains pays n'ont toujours pas réussi à ramener ce pays à la récipience et à abandonner ainsi son ambition nucléaire militaire. En vérité, toutes ces sanctions n'ont pas empêché l'amélioration progressive et l'expansion des capacités nucléaires et de missiles balistiques de la République de Corée, la République de Corée du Nord qui continue de violer de manière flagrante les résolutions et les demandes répétées du Conseil de sécurité. En effet, le Sénégal a ratifié les principaux instruments qui fondent le régime international sur la non-prolifération et la sécurité nucléaire et respecte également les obligations des États découlant de la résolution 1540-2004 du Conseil de sécurité dont nous célébrons aujourd'hui le 13e anniversaire. De même, Monsieur le Président, le Sénégal a présenté son rapport sur l'application des dispositions des résolutions 1718, 1874, 2094 et 2270, mon pays est en train de finaliser son rapport sur la résolution 2321 qu'il compte faire parvenir au président du comité incessamment. Monsieur le Président, il importe aujourd'hui d'insister pour que la Corée respecte ses obligations. Je voudrais encore une fois, Monsieur le Président, avant de conclure mon propos, vous redire notre profonde gratitude pour votre engagement et celui de notre pays de contribuer par le dialogue et par la concertation diplomatique à la recherche d'une solution politique négociée aux crises qui perturbent la marche normale du monde. Mais mon pays et son président saluent vos efforts et votre engagement pour ensemble trouver les compromis historiques
nécessaires pour mettre fin aux menaces graves que constituent les actes posés par la République démocratique populaire de Corée. Le ministre Mankar Ndiaye à la célébration du 13e anniversaire du Conseil de sécurité des Nations Unies. La réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO a pris fin au Cap-Vert. Les parlementaires de la CEDEAO et ceux du Cap-Vert ont échangé lors d'un séminaire sur l'intégration régionale et la libre circulation des personnes et des biens. Le président de la République du Cap-Vert a pris part à la rencontre. Envoyés spéciaux au Cap-Vert, Khalidou Bey et Sénat Lufal. Les rideaux sont tombés sur la 7e réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO au Cap-Vert. Pour cette dernière journée, un séminaire sur le renforcement de l'intégration du Cap-Vert au sein de la CEDEAO et sur les opportunités économiques au sein de l'organisation ont réuni parlementaires de la CEDEAO et parlementaires du Cap-Vert sous la présence du président de la République. La visite de Monsieur le Président Cissé Lo ici, le contact qu'il avait avec les députés, avec les entrepreneurs de Cap-Vert, les institutions, les écoles de tourisme, les rencontres avec le chef d'État, avec le Premier ministre, etc., sont des contacts pour montrer qu'au niveau institutionnel, la disponibilité existe et nous sommes fiers et déterminés pour faire avancer les choses. Le Cap-Vert a adhéré à la CEDEAO en 1976, un an après son indépendance. L'archipel a ratifié 26 protocoles de la CEDEAO sur les 52. Nous devons nous battre pour nous intégrer. Donc je ne pouvais pas parler, Monsieur le Président, sans vous dire qu'il y a beaucoup d'entraves à la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace communautaire et nous devons combattre cela. Nous avons signé des traités, des protocoles et des décisions qu'il faut appliquer. Il faut les appliquer à la lettre. Si nous appliquons ces dispositions, l'Afrique va s'intégrer. Les parlementaires de la CEDEAO ont demandé au gouvernement de veiller à la mise en application du protocole relatif à la libre circulation des personnes et des biens et d'accélérer la migration vers le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Du point de vue du protocole, oui, nous sommes fiers de l'intégration, mais nous avons des conditions et des particularités qui nous imposent des précautions avant d'approuver et ratifier tous les traités et tous les protocoles. En tout cas, je peux vous dire aussi que l'absence d'une traduction de certains documents en portugais, que c'est notre langue officielle, difficulte un peu la ratification de ces protocoles. Mais nous travaillons à ce moment-là pour accélérer le processus d'approbation et ratification de ces protocoles. Les recommandations issues de la réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO au Cap-Vert seront discutées à Abuja, au Nigeria, au mois de mai. Ici au Sénégal, le projet de drainage des eaux pluviales dans la commune de Sédhiou va coûter plus d'1 milliard de francs CFA. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a officiellement lancé les travaux. L'objectif est de protéger définitivement la capitale du Pakao des inondations. Lamine Touré. Sédhiou est une priorité en matière de développement. Ici, tout est à construire, à la limite à refaire pour mettre la ville sur les rails de l'émergence. En ce qui concerne le département du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, un vaste programme de drainage des eaux pluviales est déjà mis en place. L'histoire retiendra que Sédhiou s'est ressuscité avec l'avènement du président Macky Sall. Nous savions que la réduction de la facture sociale est le seul message qui retient son attention et votre visite aujourd'hui s'inscrit dans cette logique. Pour la première fois, on démarre les travaux d'envergure de l'assainissement de notre chère capitale régionale avec 4 km de canaux rectangulaires. D'un coût d'environ 1,3 milliard de francs CFA, le projet va permettre aux populations d'oublier la violence des inondations dans la capitale du Pakao. Ce projet va permettre la réalisation d'environ 5 km de canaux de drainage des eaux pluviales et ainsi contribuer à protéger les populations contre les inondations, faciliter la mobilité urbaine et sécuriser les cimetières des eaux de pluie. Ce projet est une composante du programme décennal de lutte contre les inondations initié par son Excellence M. Macky Sall, président de la République,
dès 2012. Avec le concours de la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, d'autres projets sont prévus pour Sédhiou. Qu'en plus de ce projet de drainage des eaux pluviales, l'ONAS a entamé les études d'actualisation du plan directeur d'assainissement des eaux usées des eaux pluviales de Sédhiou grâce à une subvention de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, la BADEA, qui a déjà pris l'engagement, à travers le programme de coopération triennale avec le Sénégal, de financer les travaux qui seront identifiés dans cette étude. Le secteur de l'hydraulique reste visible à travers plusieurs réalisations. Un forage d'une capacité de 4400 m3 jour a été réhabilité, 6 km de réseau, 360 branchements sociaux, autant d'actes concrets magnifiés devant la délégation du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Toujours dans la zone sud, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a visité les travaux d'extension de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Mary Teuw Niane s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux et il a demandé aux entreprises qui ne respectent pas les délais de tout faire pour terminer les chantiers dans les plus brefs délais. Abdoulaye Zban. Après la levée des couleurs, place à la visite des chantiers au sein de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Des travaux d'extension de l'université en passant par les amphithéâtres et les laboratoires, tout a été visité. Une visite qui a permis au ministre de l'Enseignement supérieur et à sa délégation de constater l'état d'avancement des travaux. Au final, c'est un satisfecit qui est décerné. Une grande satisfaction que une grande partie des chantiers entamés depuis quelques années sont en cours d'achèvement ou sont terminés. Parmi ces chantiers qui nous donnent satisfaction, je peux citer le chantier complexe amphithéâtre de 750 places avec des salles de 250 et plusieurs salles de 150 places, le bloc pédagogique, le chantier du restaurant de 500 places, les laboratoires, qu'il s'agisse des laboratoires au niveau du campus principal où il y en a 6 ou au niveau de l'UFR Santé où il y en a 4, et puis l'incubateur qui est construit par le ministère des Mines et de l'Industrie. Malgré cette satisfaction sur le travail déjà accompli, le ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas manqué de signaler le non-respect de certains délais au niveau des chantiers en cours d'exécution. Pour lui, le retard noté est imputable à l'entreprise qui a gagné le marché. C'est essentiellement les chantiers pilotés par une entreprise qui s'appelle Satar. D'abord, l'amphithéâtre de 150 places qui date de presque 6 ans, qu'elle n'arrive pas à terminer, alors que l'amphithéâtre de 750 places, avec plusieurs salles de 150, 250 places, cet amphi qui a démarré 3 années ou 4 années après ce chantier d'amphi de 150 places, cet amphi, ce complexe est en train d'être terminé. Alors que Satar n'est pas capable de terminer un amphi de 150 places. Satar est l'attributaire du projet du PGFSUP, projet de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur, qui est le projet majeur d'extension de l'université Assane Seck de Ziguinchor. C'est le projet le plus simple parmi les 4 projets d'extension au niveau des universités. Sur ce cas, le ministre promet d'ouvrir une enquête pour clarifier les choses et assommer l'entreprise de terminer les travaux dans les plus brefs délais. Dernière étape de cette visite à Ziguinchor, le site qui doit abriter l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Bignona. Ici, les travaux vont bientôt démarrer. Nous reparlons de la journée de lutte contre le paludisme. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a assisté à une leçon de vie centrée sur la maladie faite dans une école élémentaire de Kaolack, c'était à Kasnack. L'objectif est de faire des élèves des relais, des vecteurs de changement de comportement. Et au-delà des aspects sanitaires, un accent particulier a été mis sur le civisme et la citoyenneté. Oumar Diaw. Enseignante du supérieur et médecin, le ministre de la Santé n'a pas boudé le cours consacré au paludisme. Une leçon de vie destinée aux élèves d'une école primaire de Kaolack qui s'est distinguée par ses excellents résultats. Nous avons écouté avec plaisir et nous avons appris, nous aussi, comment faire pour éviter le paludisme. Donc c'est un prétexte et nous allons continuer la sensibilisation dans la famille.
L'école inculque des savoir-faire mais aussi des savoir-être aux enfants qu'on lui confie. Prolongement des familles, elle ne fait pas qu'instruire, elle doit aussi éduquer. Dans cette tâche immense d'éducation, le respect doit figurer au premier plan. Je vous ai vu vous lever tout à l'heure quand votre maître est rentré dans la classe, mais c'est des choses qu'il faut cultiver. Parce que ce respect, si vous l'avez, vous l'aurez encore quand vous serez grand. Ces enfants vulnérables au paludisme sont conscients qu'il s'agit d'une maladie grave, un fléau que le Sénégal peut vaincre au vu de la détermination affichée. Il faut qu'on aille vers la fin de cette maladie. Et nous allons, dans certaines régions, même aller vers la pré-élimination, c'est-à-dire on ne veut plus voir de paludisme. Et ça, on le peut. Cet optimisme se fonde sur les résultats enregistrés par le Sénégal et la dynamique régressive du paludisme. En symbiose avec les élèves et le corps enseignant, on croirait que c'est une nouvelle maîtresse qui est arrivée à l'école. Célébration de la 21e journée africaine de la prévention des risques professionnels. Elle coïncide avec la clôture du mois de la prévention. Les acteurs notent une grande évolution de la baisse des accidents de travail dans les entreprises. Quelques sociétés ont été primées à l'occasion pour l'intérêt qu'elles accordent à la santé et à la sécurité de leurs agents. Philomène Constance Diagne. Plus de 1100 accidents du travail enregistrés pour l'année 2016. Une baisse de 5 à 6% par rapport aux 5 dernières années. Statistiques qui satisfont les acteurs du milieu professionnel depuis l'initiative du mois de la prévention. La question de la santé et sécurité au travail ne se résout pas en un temps T. C'est une politique qui diffuse au niveau des entreprises, qui doit être mise en œuvre au même titre que l'entreprise déploie sa politique en matière technologique, en matière financière, en matière commerciale. Et c'est le sens, n'est-ce pas, de l'appel durant ce mois africain de la prévention, comme vient de le rappeler Monsieur le ministre, qui doit être un mois de vulgarisation, un mois de promotion, un mois de sensibilisation, mais surtout un mois d'incitation des entreprises pour qu'elles prennent en charge de façon résolue, avec beaucoup d'intérêt, la question de la santé et sécurité au travail. Un budget de près de 3 milliards est alloué aux accidents du travail chaque année, d'où l'intérêt de l'État d'avoir adopté la politique nationale santé-sécurité au travail. Aujourd'hui, la Caisse de sécurité sociale s'est impliquée dans le processus en organisant chaque année le mois de la prévention, en visitant les entreprises, en essayant de montrer les entreprises qui ont réussi dans le secteur pour en primer les meilleurs chaque fois. Et je pense que ça a été un grand moment. Je voudrais féliciter toutes les entreprises qui ont été primées et surtout leur dire que le gouvernement qui vient d'adopter la politique nationale a déjà aussi mis en place des plateformes de discussion avec les partenaires. Nous allons décliner les activités pour qu'il y ait moins d'accidents de travail, moins de maladies professionnelles, pour qu'on puisse anticiper sur ces questions et faire en sorte que notre entreprise soit de plus performante. Des entreprises performantes ne sauraient exister seulement si l'hygiène et la sécurité y sont de rigueur. Compte tenu de ces 3 critères, 3 d'entre elles ont été primées. La première place revenant à Bolloré Logistique et Transport. Je vous le disais dans les titres, le quartier Baraka de Liberté 6 va sortir de la précarité. 210 appartements modernes sont prévus pour loger les habitants de la cité. L'aménagement de Baraka va considérablement améliorer les conditions précaires d'habitation des occupants. Depuis 2 décennies, les Barakois, comme on les appelle, mènent le combat pour l'acquisition du site. C'est désormais chose faite avec le projet Nouvelle Baraka que nous présente Fanta Badji. La Baraka enfin à Barak. Barak, c'est en effet le premier nom donné à ce bidonville, à l'architecture jadis atypique, qui lui a valu cette appellation. À la faveur d'une rénovation, elle est devenue Cité Baraka. Au début, c'était des bidonvilles aussi. Déjà, je veux te dire que la condition de vie de Baraka est au top, sachant qu'on va gagner des bâtiments. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas espérer.
Même un magicien nous l'avait dit, on ne pouvait pas le croire. Si le quartier Barak était un bâtiment, on peut dire que la fondation, c'est Jacques Bougnikour. C'est à lui que nous devons ces habitations décentes. Jacques Bougnikour, humaniste, comme l'a rappelé le chef de l'État lors du lancement du projet qui va complètement changer Baraka. C'est celui grâce à qui ces populations sont encore là. Dans ce combat, il n'était d'ailleurs pas seul. Nous remercions notre bienfaitrice Henriette Owens qui va financer le projet. Mais nous décernons la palme au président Macky Sall qui a signé le décret autorisant son exécution. Le site était une ancienne carrière où les habitants venaient travailler pour gagner leur vie. Après être déguerpis du terrain de Sacré-Cœur qu'ils occupaient, ils se sont finalement installés ici. C'était en 1984. On venait ici concasser les pierres de la carrière pour nourrir nos familles. Et beaucoup de maisons environnantes sont construites avec le béton que nous fabriquions. Le visage de la cité changeait progressivement avec l'aide des bonnes volontés, mais surtout de la solidarité agissante de ses habitants. Érigés sur une superficie de plus de 2 hectares, des immeubles supplombent le bidonville. Le contraste est frappant, mais le projet de nouvelle baraka va bientôt harmoniser le décor. Il y a ici au total 210 maisons et un appartement sera attribué à chaque ménage. Sur place, l'étude du sol a démarré. Les Barakois entrevoient déjà un meilleur cadre de vie. On va essayer de recaser chacun aux nouveaux bâtiments qui vont être construits. On va laisser des places, des magasins, des ateliers qui vont être faits pour que ces jeunes-là puissent avoir où exercer leur métier et gagner leur gagne du pain pour leur famille et pour avoir l'entretien des immeubles qu'on va nous donner. Parce que beaucoup se disent dans leur tête comment ils vont réagir, comment ils vont réussir quittant des baraques et habiter dans des bâtiments. Mais on est civilisés, on est des Sénégalais. Mais les souvenirs des années sombres de Baraka sont encore là, frais dans les mémoires. Mais quand je me souviens de ça, j'ai envie même de pleurer, tu vois. C'était trop dur. La nuit, on ne dormait pas à cause de la pluie. Quand le ciel est sombre, nous tous, je ne veux pas me souvenir de ça. C'était très dur, c'était très dur. En attendant le démarrage des travaux, les habitants se sont concertés pour l'hébergement provisoire des populations le temps de la construction des premiers immeubles. La construction va se faire par étapes. On reloge une partie dans des tentes pour construire leurs habitations et il en sera ainsi jusqu'à la reconstruction totale de la nouvelle baraka. Plus de 20 milliards de francs CFA seront investis sur ce site qui désormais appartient à ses occupants. Un rêve de plus de 20 ans qui devient enfin une réalité. Espoir à Baraka qui va bientôt sortir de la précarité pour devenir une cité moderne. La série sur les préparatifs du 1er mai s'intéresse ce soir au transport en commun. Sera-t-il au ralenti ou à l'arrêt le jour de la fête du travail? Les transporteurs vont-ils célébrer le 1er mai et comment? Pour avoir des réponses, Koumba Diakhatemar a fait un tour dans certaines gares routières. Des perturbations dans la mobilité urbaine à Dakar, c'est du moins ce que craignent de nombreux usagers le jour de la fête du travail. J'ai peur qu'il y ait un déficit de cars de transport en commun, ce qui ne nous arrangerait pas car nous devons aller tous les jours travailler. Oui, beaucoup de personnes risquent d'avoir des problèmes pour relier leur localité. C'est un jour de fête certes, mais il devrait y avoir un service qui assure le transport pour qu'il n'y ait surtout pas de vide. Gare routière de Colobane, au beau milieu des cars Ndiagandiaï. Les chauffeurs rassurent, le transport fonctionnera normalement malgré la fête des travailleurs. Nous, les chauffeurs de Ndiagandiaï, nous allons travailler le 1er mai. Il n'y aura pas de problème à notre niveau. Nous allons travailler parce qu'il y a des gens qui ne célèbrent pas le 1er mai. Nous aussi, nous n'avons pas de fête. Autre lieu, la gare de Petersen,
Autre type de transport, les cars AFTU. Ici, on compte bien marquer la fête du 1er mai tout en assurant un service sans faille. On fera tout notre mieux pour que les gens partent et venir. Il n'y aura aucune difficulté. S'il y a des véhicules qui partent, les autres assurent. Parce qu'il y a des chauffeurs réserves qu'on appelle des fictifs. Et ils font le journée et vous le payez. Le maximum des véhicules travaillent avec des fictifs. La fête du travail, une belle occasion pour les transporteurs de faire de bons chiffres d'affaires car ils sont souvent sollicités par les centrales syndicales pour le transport des adhérents. C'est le chiffre de ce 20 heures. Selon la douane, en 2016, près de 12 millions de tonnes d'accessoires d'automobiles ont été importés pour une valeur de 16 milliards de francs CFA. Un gros manque à gagner d'après les professionnels de la mécanique qui estiment qu'il est tout à fait possible d'avoir un label sénégalais et d'approvisionner le marché local. Pour eux, les compétences existent et s'exportent même dans certains pays africains. Aujourd'hui, producteurs de pièces détachées, pièces d'auto, c'est le 3e numéro d'Atelier et Comptoir, le grand dossier hebdomadaire, la rédaction. Un document signé Issa Thiorogui. Il est un véritable capharnaüm dans le business des accessoires d'automobile. C'est un marché dakarois à deux visages. D'aucuns l'appellent Difoncé, d'autres disent Petersen, par extension à la gare routière. Ici, toutes les pièces détachées sont importées et chaque commerçant a sa petite histoire, l'ayant conduit à investir la filière. Ça fait 6 ans que je Cela fait 6 ans que je suis dans la vente de pièces. J'étais menuisier, mais j'ai arrêté par la suite en raison des difficultés dans la filière. Depuis 89 là, 99 là, commencé à immigrer. J'étais là de 89 à 99, puis j'avais émigré et comme les choses ne marchaient pas bien en Europe, je suis revenu pour rester et vendre des pièces détachées. Difoncé ou Petersen est un grand bazar, un marché qui expose à l'emporte-pièce ses marchandises. Mais dans ce désordre, chaque vendeur se retrouve et se dit spécialiste d'une pièce détachée. Ma spécialité, ce sont les embrayages, les butées et les plateaux. Plusieurs marchés de ce genre existent au Sénégal, mais Difoncé reste le plus connu et le plus fourni. Dans ces statistiques, la douane sénégalaise révèle en 2016 l'importation de près de 12 millions de tonnes pour une valeur de plus de 16 milliards de francs CFA. Rien que des pièces détachées venues d'Europe et d'Asie. Entre France, Espagne, Belgique. Il y en a qui viennent de la France, de l'Espagne, mais surtout de la Belgique. D'autres pièces viennent du Japon. Nombreuses sont aussi les pièces importées de pays africains, comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Paradoxalement, pour fabriquer les accessoires d'automobile à positionner sur les marchés du continent, ces pays africains viennent ici recruter l'expertise locale. Comme quoi, dans la production de pièces détachées, ce sont des ingénieurs et techniciens supérieurs sénégalais qui fabriquent, pour le compte de sociétés étrangères, ce que leur propre pays importe. Il y a un prof qui était ici au Sénégal. Donc le professeur, c'est un prof de fabrication. Il a été engagé par des Camerounais. Il utilise là-bas des machines à commande limite en vue de réaliser ces pièces mécaniques dont vous parlez. Pour en savoir un peu plus sur ces compétences sénégalaises employées par les pays africains producteurs de pièces détachées, nous nous sommes rendus dans cette école de qualification professionnelle. Le centre est fréquenté par 1000 élèves. Ici, les ateliers sont des salles de classe et ce sont ces apprenants qui fabriquent les pièces détachées. On a cette compétence parce que c'est notre travail de tous les jours. On est en train d'apprendre, de faire des recherches là-dessus. On a bel et bien la compétence. Si vous nous mettez dans des usines, on va fournir les pièces nécessaires. Toute pièce qui est donnée, nous l'étudions et on essaie de concevoir ça. Parce que surtout sur les pièces de l'automobile, si vous regardez, il y a une étude à faire. Souvent, ce sont des travaux d'ajustage, des travaux de tournage, des travaux de fraisage. Si compétents soient-ils, les techniciens sénégalais estiment qu'ils ne sauraient fabriquer toutes les pièces à mettre sur le marché. Il y a des pièces standards, des pièces de rechange et des pièces d'origine qui, pour les avoir, nécessitent forcément l'agrément du constructeur en raison des droits de propriété.
Je vous rassure, il y a beaucoup de choses, on peut les faire chez nous. Mais on est aussi un démembrement de l'État, on ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça se passe dans la sous-région. Il faudrait nécessairement qu'on puisse posséder des licences et ça pourrait se faire dans un cadre partenarial. Par exemple, le Sénégal pourrait se positionner dans la fabrication de pneumatiques, des pneus, destinés maintenant aux véhicules. Mais il va falloir entourer donc, ce sous-secteur de fabrication des pneus. Il suffit simplement d'avoir des machines identiques. Et il y a d'autres machines beaucoup plus complexes que ça. Il suffit simplement que le Sénégal dispose de ces machines-là pour pouvoir réaliser n'importe quelle pièce mécanique. Parce que les pièces mécaniques que vous voyez sont réalisées par des machines à commande numérique. Donc si on dispose de toutes ces variétés de machines-là, on pourra réaliser n'importe quelle pièce mécanique. Ça, c'est possible. Il y a de la place, bien sûr. Mais après, quand nous prenons cette place, il ne faudra pas qu'on se limite, qu'on se focalise simplement au marché Sénégal ou bien au marché sous-région. Ça vraiment, je crois que c'est une piste à explorer parce que ça permettra aux jeunes de gagner eux-mêmes leurs propres revenus et ils n'auront plus besoin de se faire embaucher par qui que ce soit. L'un dans l'autre, la production de pièces détachées à usage commercial par les Sénégalais reste un grand défi à relever. C'est déjà un manque à gagner de plusieurs milliards de francs CFA et la création d'unités industrielles battant pavillon Sénégal ne saurait non plus être un frein de trop pour le pays, d'autant qu'elle règle en grande partie la question de l'emploi et redonne sens à la préférence locale. Issa Thiorogay dans l'univers des pièces d'automobile. Il reviendra samedi prochain pour un nouveau numéro de Atelier et Comptoir. La deuxième promotion de l'agence de sécurité de proximité a bouclé hier sa formation militaire. Au total, 3000 jeunes ont suivi la formation sur toute l'étendue du territoire national. Elle a porté durant 15 jours sur l'ordre serré, le self-défense et la discipline générale. Damsila. Cette cérémonie marquant la fin de la formation militaire de la deuxième promotion de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité est une occasion pour les engagés de démontrer les nouvelles connaissances acquises. D'abord, la levée des couleurs pour camper le décor. Dans les 2 premières semaines de formation, les valeurs civiques et militaires sont inculquées aux nouvelles recrues. Regroupés dans des ateliers, les engagés ont suivi des formations en self-défense, l'ordre serré et la discipline générale. Aujourd'hui, vous pouvez retenir que les ASP sont bien formés au niveau des valeurs civiques, au niveau militaire et au niveau des questions de la sécurité. Cela se caractérise par vraiment le respect des principes qui sont vraiment érigés ici, notamment les principes de discipline, se réveiller à l'heure, dormir à l'heure. Pour clôturer les festivités de la fin de la formation militaire, une randonnée pédestre nocturne a été organisée. Sous les vivas des passants, ces 600 nouvelles recrues de la région de Dakar ont communié avec le public à travers cette activité sportive, synonyme de discipline, de maîtrise de soi et de rigueur. Fiers d'être nous-mêmes, fiers de servir notre pays sur le plan de la sécurité. C'est notre devoir d'être le pied joint entre la population et les forces de l'ordre. Nous devons être plus proches de la population pour mieux servir. Ce n'est pas tellement du tout facile. Bon, parce qu'en théorie, on fait le pratique. Dans ces 15 jours-là, on avait travaillé très extraordinaire, un bon résultat. Et machallah, l'ASP forever. Après une dizaine de kilomètres de randonnée de l'aérogare des Pèlerins à la pointe des Almadies, les engagés civiques avec le même rythme et le même tempo ont rejoint leur pôle de formation en attendant le démarrage de la formation générale prévue le mardi prochain.
La joie des nouvelles recrues de l'agence de sécurité de proximité qui viennent de terminer leur formation. Parlons de la cérémonie d'ouverture ce matin de la journée internationale de la danse. C'était à la Maison de la Culture d'Outasek en présence de comédiens, danseurs, dramaturges et de nombreux invités. Le représentant du ministère de la Culture et de la Communication a saisi l'opportunité pour inviter à la promotion de la diversité culturelle. Louise Bidza. C'est un public enthousiaste qui est venu occuper avec empressement l'espace de spectacle de la Maison de la Culture d'Outasek en cette journée internationale de la danse. Les metteurs en scène, danseurs et autres professionnels de l'art dramatique ont une fois de plus donné la preuve de leur génie, de leur talent et de leur savoir-faire. Nous avions mis à profit cette nouvelle rencontre entre le public et ses comédiens admirés, voire idolâtrés, pour opérer un diagnostic approfondi du théâtre national et jeter les bases d'une consolidation des acquis et simultanément celle de la conquête d'un futur encore plus radieux. Plusieurs compagnies et écoles de danse ont ratifié d'un spectacle remarquable, un spectacle qui honore la journée et qui donne à l'événement son caractère populaire. En célébrant la journée internationale de la danse, nous revisitons un territoire de l'art où règne le génie de la création, le talent de l'interprétation et la fascination du partage, mais aussi et d'abord l'exigence de liberté. Il a aussi été constaté au cours de la cérémonie que la pratique artistique et les conditions d'exercice du métier de danseur sont de plus en plus difficiles de nos jours. Aussi, ceux sont généralement confinés à un statut précaire, cachet peu élevé, cumul de rôles, cumul d'emplois pour joindre les deux bouts. Cette journée internationale de la danse est une occasion pour le ministère de la Culture et de la Communication d'inviter tous les acteurs du secteur à profiter des bienfaits de la danse et à promouvoir le commun vouloir de protection et de promotion de la diversité culturelle. Coup d'envoi de l'événement artistique annuel Gorée Regard sur Cour, c'était hier. Cette année, une exposition spéciale est dédiée à l'artiste Ousmane Sow. Thème de cette manifestation qui regroupe plusieurs artistes, Lo et l'ailleurs, Pape Bounachao. Cette 11e édition du festival Gorée Regard sur Cour s'ouvre par un hommage à un ami de l'île, l'as de la sculpture figurative, l'artiste Ousmane Sow. Ses œuvres gigantesques défient le temps et impressionnent les visiteurs. Il y a pour la culture et pour tous ces grands artistes toujours quelque chose qui fait revivre. Et même si certains ont vu le film une fois, deux fois, trois fois, on l'a tous revu ce soir, on a tous revu les photos. Moi je dis merci à l'organisation, merci à Regard sur Cour pour avoir fait cette initiative. Gorée Regard sur Cour, c'est des expositions dans les concessions de l'île d'artistes connus ou inconnus. Pour les organisateurs, il s'agit d'une aventure, d'une ouverture à l'ailleurs. L'eau et l'ailleurs s'est imposé. Dans toutes ces dimensions, l'eau et l'ailleurs, c'est la source de la vie et du bonheur, mais aussi celle de la souffrance et du drame, notamment pour ceux qui tentent des traversées périlleuses en Méditerranée. Visiter une cour de Gorée vaut le détour, et je pense aussi qu'aujourd'hui, ce qui est important aussi de retenir, c'est cet hommage qui est fait à Ousmane Sow. Nous avons pu l'apprécier, partager avec lui ces moments, plus ces moments de simplicité que c'est des moments d'artiste, parce que malgré sa renommée, malgré son talent, c'est un homme, et malgré sa stature imposante, c'est un homme qui pouvait passer même inaperçu dans cette île de Gorée. Pas moins de 80 artistes venus de tous les continents seront au rendez-vous dans plusieurs ateliers d'exposition. Occasion pour les visiteurs de découvrir des maîtres de l'art contemporain, leur créativité et leur splendeur d'esprit. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées, elle nous conduit cette actualité au Maroc et au Mali, mais nous commençons par le Bénin où le gouvernement vient d'interdire par décret les importations de viande avariée venant du Brésil. C'est un récit de Louise Bidza.
Après la Côte d'Ivoire, l'Égypte et l'Afrique du Sud, le Bénin suspend ses importations de viande brésilienne en réaction au scandale qui a éclaté au mois de mars dernier. La police brésilienne a découvert que le gros exportateur de viande avait corrompu des inspecteurs des services d'hygiène pour obtenir la certification de viande avariée. Dans un arrêté ministériel datant du 24 avril passé, le gouvernement béninois a interdit l'importation dans son pays des produits à base de viande en provenance du Brésil par mesure de précaution et de préservation de la santé publique. Le Maroc s'est félicité ce samedi de la résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental. Une résolution adoptée la veille à l'unanimité, disons rester vigilant quant au retrait du Front Polisario d'une zone contestée. Le Conseil de sécurité a adopté vendredi 28 avril 2017 une résolution de soutien à une reprise de négociations sur le conflit au Sahara occidental. Ce texte prolonge également jusqu'au 30 avril 2018 le mandat de la mission de maintien de la paix de l'ONU sur place. Sport, football, après 40 jours de suspension, le Mali fait son retour au sein de la FIFA. Suspendu depuis le 17 mars par la FIFA, le Mali a retrouvé le chemin vers une sortie de crise. Plusieurs réunions ont été nécessaires pour répondre aux exigences de l'instance qui a réintégré la Fédération malienne de football dans son giron. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'information avec Abasso, ce sera vers 23h. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. C'était le protocole. En tout cas, je peux vous dire aussi que l'absence d'une traduction de certains documents en portugais, que c'est notre langue officielle, difficulte un peu la ratification de ces protocoles. Mais nous travaillons à ce moment-là pour accélérer le processus d'approbation et ratification de ces protocoles. Les recommandations issues de la réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO au Cap-Vert seront discutées à Abuja au Nigeria au mois de mai. Ici au Sénégal, le projet de drainage des eaux pluviales dans la commune de Sédhiou va coûter plus d'1 milliard de francs CFA. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a officiellement lancé les travaux. L'objectif est de protéger définitivement la capitale du Pakao des inondations. Lamine Touré. Sédhiou est une priorité en matière de développement. Ici, tout est à construire, à la limite à refaire pour mettre la ville sur les rails de l'émergence. En ce qui concerne le département du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, un vaste programme de drainage des eaux pluviales est déjà mis en place. L'histoire retiendra que Sédhiou s'est ressuscité avec l'avènement du président Macky Sall. Nous savions que la réduction de la facture sociale est le seul message qui retient son attention et votre visite aujourd'hui s'inscrit dans cette logique. Pour la première fois, on démarre les travaux d'envergure de l'assainissement de notre chère capitale régionale avec 4 km de canaux rectangulaires. D'un coût d'environ 1,3 milliard de francs CFA, le projet va permettre aux populations d'oublier la violence des inondations dans la capitale du Pakao. Ce projet va permettre la réalisation d'environ 5 km de canaux de drainage des eaux pluviales et ainsi contribuer à protéger les populations contre les inondations. Et d'assurer l'avenir des générations présentes et futures en leur offrant de vivre non pas dans la peur de la détonation de bombes atomiques, mais dans un monde libéré de la hantise d'une catastrophe thermonucléaire. À ces menaces clairement identifiées, Monsieur le Président, l'on peut ajouter l'augmentation des risques de prolifération liés aux acteurs non étatiques du fait de la montée du terrorisme et de nouveaux risques d'utilisation à mauvais escient des avancées rapides de la science, des technologies et du commerce international. C'est à la lumière de tous ces enjeux que mon pays a condamné avec la plus grande fermeté l'essai nucléaire effectué par la République populaire démocratique de Corée le 6 janvier 2016 et les différents tirs de missiles balistiques constitutifs de violations graves par ce pays de ses obligations internationales en vertu des résolutions 1718 de 2006, 1874 de 2009, 2087 de 2013, 2094 de 2013, 2270 de 2016, 2321 de 2016 du Conseil de sécurité. Ces actions révèlent sans équivoque la poursuite par la RPDC de ses programmes dans le domaine des armements nucléaires et des missiles et sa détermination à acquérir à une force nucléaire. Cela constitue non seulement une menace pour les populations de la péninsule et de la région, mais aussi une grave atteinte au régime de non-prolifération. Le Sénégal appelle instamment
la République populaire démocratique du Corée au respect de ses engagements, de ses obligations internationales. Monsieur le Président, en 2016, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité 2 résolutions, 2270 du 2 mars et 2321 du 30 novembre, renforçant substantiellement les sanctions déjà en vigueur contre Pyongyang. Cependant, force est de constater que ces mesures cumulées à celles imposées unilatéralement par certains pays n'ont toujours pas réussi à ramener ce pays à la récipience et à abandonner ainsi son ambition nucléaire militaire. En vérité, toutes ces... Pour cette dernière journée, un séminaire sur le renforcement de l'intégration du Cap-Vert au sein de la CEDEAO et sur les opportunités économiques au sein de l'organisation ont réuni parlementaires de la CEDEAO et parlementaires du Cap-Vert sous la présence du président de la République. La visite de Monsieur le Président Cicelo ici, le contact qu'il avait avec les députés, avec les entrepreneurs de Cap-Vert, les institutions, les écoles de tourisme, les rencontres avec le chef d'État, avec le Premier ministre, etc., sont des contacts pour montrer qu'au niveau institutionnel, la disponibilité existe et nous sommes fiers et déterminés pour faire avancer les choses. Le Cap-Vert a adhéré à la CEDEAO en 1976, un an après son indépendance. L'archipel a ratifié 26 protocoles de la CEDEAO sur les 52. Nous devons nous battre pour nous intégrer. Donc je ne pouvais pas parler, Monsieur le Président, sans vous dire qu'il y a beaucoup d'entraves à la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace communautaire et nous devons combattre cela. Nous avons signé des traités, des protocoles et des décisions qu'il faut appliquer. Il faut les appliquer à la lettre. Si nous appliquons ces dispositions, l'Afrique va s'intégrer. Les parlementaires de la CEDEAO ont demandé au gouvernement de veiller à la mise en application du protocole relatif à la libre circulation des personnes et des biens et d'accélérer la migration vers le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Du point de vue des protocoles, oui, nous sommes fiers de l'intégration, mais nous avons des conditions et des particularités qui nous imposent des précautions avant d'approuver et ratifier tous les traités. Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. La cité Baraka de Liberté 6 sort de la précarité. 210 nouveaux logements viennent d'être livrés aux populations. Ils viennent de gagner aussi un long combat pour l'acquisition du site. Dans les préparatifs du 1er mai, nous allons ce soir à la rencontre des transporteurs. Les transports en commun seront-ils au ralenti ou à l'arrêt? Nous avons posé la question dans les gares routières. Et puis le marché des pièces détachées, c'est 12 millions de tonnes d'accessoires importés pour une valeur de 16 milliards. Les professionnels de la mécanique pensent que c'est possible d'avoir un label sénégalais. C'est dans la rubrique Atelier et Comptoir. La question du désarmement nucléaire était au centre de la célébration du 13e anniversaire du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des pays comme le Sénégal militent pour son éradication totale. Notre pays a également condamné fermement les essais nucléaires nord-coréens. Voici à ce propos le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye. La question du désarmement nucléaire figure parmi les priorités du monde, comme en illustre la première résolution adoptée en janvier 1946 par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui visait déjà à anéantir toutes les bombes atomiques. Convaincu du risque qu'elles constituent pour la survie de l'humanité, mon pays milite en faveur de l'éradication totale des activités nucléaires à vocation militaire et non pas seulement de leur simple réduction. En effet, l'éradication totale est le seul moyen de préserver le monde de la dévastation qui découlerait de l'utilisation des armes nucléaires. Elle seule est à même de garantir la survie de notre planète. Les sanctions n'ont pas empêché l'amélioration progressive et l'expansion des capacités nucléaires et de missiles balistiques de la République de Corée, la République de Corée du Nord qui continue de violer de manière flagrante les résolutions et les demandes répétées du Conseil de sécurité. En effet, le Sénégal a ratifié les principaux instruments qui fondent le régime international sur la non-prolifération et la sécurité nucléaire et respecte également les obligations des États découlant de la résolution 1540
2004 du Conseil de sécurité dont nous célébrons aujourd'hui le 13e anniversaire. De même, Monsieur le Président, le Sénégal a présenté son rapport sur l'application des dispositions des résolutions 17-18, 18-74, 20-94 et 22-70. Mon pays est en train de finaliser son rapport sur la résolution 23-21 qu'il compte faire parvenir au Président du Comité incessamment. Monsieur le Président, il importe aujourd'hui d'insister pour que la Corée respecte ses obligations. Je voudrais encore une fois, Monsieur le Président, avant de conclure mon propos, vous redire notre profonde gratitude pour votre engagement et celui de notre pays de contribuer par le dialogue et par la concertation diplomatique à la recherche d'une solution politique négociée aux crises qui perturbent la marche normale du monde. Mais mon pays et son président saluent vos efforts et votre engagement pour ensemble trouver les compromis historiques nécessaires pour mettre fin aux menaces graves que constituent les actes posés par la République démocratique populaire de Corée. Le ministre Mankar Ndiaye à la célébration du 13e anniversaire du Conseil de sécurité des Nations Unies. La réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO a pris fin au Cap-Vert. Les parlementaires de la CEDEAO et ceux du Cap-Vert ont échangé lors d'un séminaire sur l'intégration régionale et la libre circulation des personnes et des biens. Le président de la République du Cap-Vert a pris part à la rencontre. Envoyés spéciaux au Cap-Vert, Khalidou Bey et Sénat Lufal. Les rideaux sont tombés sur la 7e réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO au